Chapitre 101. Puisque nous avons prononcé le mot « mort », consacrons ce chapitre tout entier à cette pâle fille de l'Érèbe et de la nuit. Le 26 juin, la princesse Pauline Borghese mourut à Florence et, avec elle, tomba dans l'éternité un des souvenirs lumineux de ma jeunesse. Puis le 28 novembre, une nouvelle plus personnellement fatale pour moi vint me frapper. Comme je sortais du bureau, je vis des passants s'aborder en se disant « Vous savez, le général Foy est mort !» Et on s'en doutait. Mais il y a des nouvelles dont on ne devrait jamais douter, car qui oserait les répandre si elles étaient fausses, ces nouvelles, que la bouche de bronze du destin a seule le droit d'annoncer. Oui, le général Foy était mort en arrivant d'un voyage dans les Pyrénées où il avait été prendre les eaux. Il était mort d'un anévrisme, mort qui devait devancer la nouvelle de la maladie. Il est vrai que l'on cachait cette maladie dans l'espérance qu'elle ne serait pas mortelle. Et cependant, depuis 8 jours, elle faisait des progrès effrayants. Des étouffements se succédaient, d'abord de quart d'heure en quart d'heure, et ensuite à des intervalles plus rapprochés. Des vomissements avaient lieu de minute en minute. Les 2 neveux du général étaient près de lui, ne quittant pas un instant son lit, lui prodiguant tous leurs soins. Il n'essayait pas de leur cacher sa position. « Je sens, disait-il, un pouvoir désorganisateur qui travaille à me détruire. Je le combats, mais je sens que c'est un géant et que je ne puis le vaincre. » Quand vint l'heure suprême, il éprouva, quoiqu'on fût en novembre, le besoin de respirer l'air et de chercher la vie aux pâles rayons du soleil qui brillaient comme une consolation. Ses neveux le portèrent dans un fauteuil placé en face de la fenêtre, mais il n'y put rester qu'un instant. « Mes amis, mes bons amis, dit-il à ses neveux, reportez-moi sur mon lit, Dieu fera le reste. » À peine y était-il que Dieu détacha cette âme loyale et pure du corps qui la renfermait. Je rentrai chez ma mère tout désespéré. Si faible que je fusse, je compris que l'illustre mort avait quelque chose à attendre de ce jeune homme encore inconnu auquel il avait ouvert la carrière. Et je fis cette pièce de vers dont j'ai déjà cité une strophe, la seule qui, heureusement, soit restée dans mon souvenir. Je fis imprimer l'ode, à mes frais bien entendu, 200 ou 300 francs de ma pauvre mère passèrent dans cette impression. Mais elle ne les regretta pas, ni moi non plus. On réunit tous les vers faits à cette occasion sous le titre de « Couronne poétique du général Foy ». Il y en avait un volume. Les plus remarquables de tout ce volume étaient ceux d'une belle jeune fille de 17 ou 18 ans qui venait de se faire connaître par un volume d'essais poétiques et que l'on appelait Delphine Gay. Voici l'élégie que lui avait inspirée la mort du général Foy et qui, répétée par tous les journaux de l'époque, eut un immense succès. Pleurez, Français, pleurez, la patrie est en deuil. Pleurez le défenseur que la mort vous enlève, et vous, nobles soldats, sur son muet cercueil, disputez-vous l'honneur de déposer son glaive. Vous ne l'entendrez plus, l'orateur redouté, dont l'injure jamais ne souilla l'éloquence, celui qui, de nos rois respectant la puissance, en fidèle sujet parla de liberté. Le ciel lui décernant la sainte récompense, a commencé trop tôt son immortalité. Son bras libérateur dans la tombe est esclave, son front pur s'est glacé sous le laurier vainqueur, et le signe sacré, cette étoile du brave, ne sent plus palpiter son cœur. Hier, quand de ces jours la source fut tarie, la France, en le voyant sur sa couche étendue, implorait un accent de cette voix chérie. Hélas, au cri plaintif jeté par la patrie, c'est la première fois qu'il n'a pas répondu. Les funérailles du général Foy eurent lieu le 30 novembre. Le corps fut porté de son autel à l'église Notre-Dame de Lorette. Malgré une pluie battante qui ne cessa de tomber de midi à 4 heures du soir, 30 000 personnes suivirent le convoi entre 2 haies de 100 000 spectateurs chacune. Au milieu des voitures de deuil, on remarquait une voiture à la livrée du duc d'Orléans. Le lendemain du convoi, cette chanson, dirigée contre le prince qui venait de donner une marque publique de sympathie pour le talent et le caractère du noble général et de l'illustre tribun, courut dans Paris. Errent tous les bourgeois de Chartres. Bon Dieu, quelle cohue, quel attroupement noir, il tient toute la rue aussi loin qu'on peut voir.
Est-ce pompe funèbre ou pompe triomphale? Est-il mort quelque gros Richard? Car j'aperçois là-bas le char d'une Altesse royale. Est-ce un songe civique? Est-ce un des héros qu'ainsi la République mène au champ de repos? Un déluge nouveau fond sur la capitale, on ferait rentrer un canard. Dehors, pourquoi voit-on le char d'une Altesse royale? Appuyé sur sa canne, un vieil et bon bourgeois me regarde, ricane, et me dit à mi-voix « Un Carbonaro mort cause tout ce scandale. Tout frère a son billet de Parme, c'est pourquoi nous voyons le char d'une Altesse royale. » Le défunt qu'on révère, c'est foi, l'homme de bien, c'est foi, l'homme de guerre, c'est foi, le citoyen. Jamais à sa vertu ne fut égale. Moi, je n'en crois rien pour ma part, mais ici j'aime avoir le char d'une Altesse royale. Ce foi, d'après nature, ce député fameux, fut un soldat parjure, un Français factieux. Aux vertus de Berton, la sienne fut égale, ce n'est pas l'effet du hasard, si nous voyons ici le char d'une Altesse royale. Sortis de leur repère au tricolore signal, les amis et les frères suivent leur général. De la France, c'est là l'élite libérale, qu'ils sont bien près du corbillard, qu'ils sont bien tous autour du char d'une Altesse royale. Philippe de ton père ne te souvient-il pas? Dans la même carrière tu marches sur ses pas. Tu crois mener, tu suis la horde libérale. Elle rit sous ce corbillard en voyant derrière son char ton Altesse royale. Quoique cette petite infamie ne fût point signée, on devina d'où elle venait. D'ailleurs, elle était tirée à 100 000 exemplaires et distribuée gratis. Il n'y a guère que les poètes du gouvernement qui fassent de si mauvais vers. Il n'y a guère que les œuvres qui ne se vendent pas que l'on tire à 100 000 exemplaires. Laissons cela, c'était le côté misérable. Le côté grand, magnifique, splendide, c'est que le bruit s'était répandu que le général Foy mourait sans laisser à sa femme d'autre fortune que la célébrité de son nom. Une souscription fut ouverte qui, en 3 mois, produisit 1 million. Pendant la même année, un gouvernement et un peuple avaient donné, chacun de son côté, chose rare, un grand exemple de reconnaissance, le gouvernement américain en votant 1 million à Lafayette, le peuple français en offrant 1 million à la veuve et aux enfants du général Foy. Vers le commencement de l'année avait eu lieu la mort d'un homme qui avait autant contribué par sa plume à l'émancipation de la France que le général Foy par sa parole. Le 11 avril, Paul-Louis Courrier de Méret fut trouvé vers 10 heures du matin, assassiné à 3/4 de lieue de sa maison de campagne dans le bois de Larçay. Il avait été tué d'un coup de fusil ou de pistolet tiré dans le bas des reins à droite. L'arme était chargée de 3 petites balles, dont une resta dans le corps et dont 2 en sortirent. À côté de la balle restée dans le corps, on retrouva la bourre, ce qui prouva que le coup avait été tiré à bout portant. En outre, les vêtements étaient brûlés à l'endroit de la blessure. 3 personnes furent arrêtées, Symphorien et Pierre Dubois, charretier, qui invoquèrent et prouvèrent un alibi. Ils furent mis hors de cause, et Louis Frémont, qui fut acquitté par la déclaration du jury. Ainsi, Paul-Louis Courrier, le savant illustre, l'homme spirituel par excellence, fut assassiné sans qu'il y eût assassin reconnu. Le Parti libéral perdit dans le Courrier un des plus rudes champions de sa cause. Il était au pamphlet ce que Béranger était à la chanson. Mais de toutes ces morts, celle qui produisit la plus vive, la plus profonde sensation, parce que celle-là devait influer non seulement sur les affaires de la France, mais encore sur celles du monde entier, ce fut la mort de l'empereur Alexandre. Enfant, j'avais failli, dans les rues de Villers-Cotterêts, être écrasé par un petit kibitz, conduit par un cocher penché sur 3 chevaux qu'il conduisait avec un fouet court et qu'il faisait voler sur le pavé. Ce cocher avait une casquette de cuir, un uniforme vert, une barbe naissante, un visage taché de marques de rousseur et des lentilles d'or aux oreilles. Il conduisait 2 officiers, mis à peu près l'un comme l'autre, avec une plaque, 2 ou 3 croix et de grosses épaulettes. L'un de ces 2 officiers était une espèce de kalmouk, hideux de visage, brutal de geste, bruyant de voix. Il jurait très haut en français et paraissait avoir une grande science de notre langue, surtout dans son côté vulgaire et ordurier.
L'autre était un bel homme de 33 à 34 ans, paraissant aussi doux et aussi policé que son compagnon paraissait commun et mal appris. Il avait les cheveux d'un blond d'or, et quoiqu'il parût vigoureux et bien portant, son sourire doux et triste passait sur ses lèvres chaque fois qu'il réprimait une brutalité de son compagnon. Celui-ci était l'empereur Alexandre, le plus beau et le plus faux des Grecs, à ce que disait Napoléon. Son compagnon était le grand-duc Constantin, celui qui les conduisait, c'était le grand-duc Michel. Étrange trinité, vision presque fantastique, qui, passant par mes yeux, s'imprima si profondément dans ma mémoire que je revois aujourd'hui, après 37 ans, passer devant moi cette voiture basse, emportée par ses 3 chevaux et emportant son cocher et ses 2 voyageurs. Eh bien, de ces 3 hommes dont ma mémoire avait gardé le souvenir, c'était l'homme à la figure douce et mélancolique qui était parti le premier. Cet homme, Napoléon, avait voulu en faire, à Erfurt, non seulement un allié, mais encore un frère. Cet homme qu'il avait appelé Charlemagne, il l'avait appelé Constantin. Cet homme, il lui avait offert l'Empire d'Orient à condition qu'il lui laisserait l'Empire d'Occident. Car l'empereur, et c'est là une des hautes idées de son règne, l'empereur avait compris que, contre l'Angleterre, notre ennemi naturel, notre allié naturel, c'était la Russie. Et, en effet, écoutez bien ceci, messieurs, et acceptez les traditions politiques toutes moulées, et qui, faites d'une certaine façon, parce que l'on a fait de cette façon-là avant vous, les alliances entre peuples sont solides, non pas à cause de la ressemblance des principes, mais à cause de la différence des intérêts. Or, qu'importe que l'Angleterre proclame les mêmes principes que la France, si elle a, de par le monde, les mêmes intérêts. Qu'importe que la Russie ait des principes opposés, si elle a des intérêts différents. Voyons depuis 100 ans de quelle façon s'est accrue l'Angleterre, et nous reconnaîtrons qu'elle nous a pris, à nous, sa voisine et son allié, tout ce qu'elle a pu nous prendre. Voyons depuis 100 ans de quelle façon s'est accrue la Russie, et assurons-nous qu'elle n'a touché à rien de ce qui nous appartenait. Comptons les colonies de l'une, mesurons les limites de l'autre. L'Angleterre qui, il y a 100 ans, n'avait que 5 comptoirs dans l'Inde, Bombay, Singapour, Madras, Calcutta et Chandernagore, l'Angleterre qui ne possédait dans l'Amérique du Nord que Terre-Neuve et cette bande de littoral qui s'étend comme une frange de l'Acadie aux Florides, l'Angleterre qui ne possédait au banc de Bahamas que les îles Lucaille, aux petites Antilles que la Barbade, dans le golfe mexicain que la Jamaïque, l'Angleterre dont la seule station dans l'océan Atlantique équinoxial était Sainte-Hélène, de meurtrière mémoire, l'Angleterre aujourd'hui, comme une gigantesque araignée des mers, a accroché sa toile aux 5 parties du monde. En Europe, elle possède l'Irlande, Malte, Heligoland, Gibraltar. En Asie, la ville d'Aden, qui commente la mer Rouge, comme Gibraltar, la Méditerranée. Ceylan, la grande presqu'île de l'Inde, le Népal, le Lahore, le Sindh, le Beloutchistan et Kaboul. Les îles de Singapour, Pulau Petang et Sumatra, c'est-à-dire 122 333 lieues carrées de territoire, nourrissant 123 millions d'hommes. Sans compter en Afrique, Bathurst, les îles de Léon, Sierra Leone, une portion de la côte de Guinée, Fernand-Pou, l'île de l'Ascension, celle de Sainte-Hélène déjà nommée, la colonie du Cap, le port natal, l'île de France, Rodrigue, les Seychelles, Socotora, en Amérique, le Canada, tout le continent septentrional depuis le banc de Terre-Neuve jusqu'à l'embouchure du fleuve Mackenzie. Presque toutes les Antilles, la Trinité, une partie de la Guyane, les Malouines, Balize, Tahutane et les Bermudes, dans l'Océanie, la moitié de l'Australie, la terre de Van Diemen, la Nouvelle-Zélande, Norfolk et le protectorat général de la Polynésie. Elle a tout prévu, elle est prête à tout. Peut-être percera-t-on un jour l'isthme de Panama. Elle a Belize, citadelle qui attend. Peut-être ouvrira-t-on l'isthme de Suez. Elle a Aden, factionnaire qui veille. Le passage de la Méditerranée à la mer des Indes sera à elle. Ce sera à elle le passage du golfe du Mexique au grand océan boréal. Elle aura dans une armoire de l'amirauté la clé de l'Inde et de l'Océanie, comme elle a déjà celle de la Méditerranée.
Ce n'est pas tout. Par son titre de protectrice des îles ioniennes, elle jette l'ancre à la sortie de l'Adriatique et à l'entrée de la mer Égée. Elle porte un pied sur la terre des anciens Épirotes et des modernes Albanais. Quand l'Irlande lui refusera ses paysans, l'Écosse ses montagnards, quand les marchés d'hommes que tiennent les princes allemands se fermeront pour elle, l'Angleterre recrutera parmi ses peuplades guerrières et elle aura ses arnautes comme le vice-roi d'Égypte ou comme le pacha d'Acre et de Tripoli. Elle aura à Corfou une escadre qui en quelques jours pourra arriver aux Dardanelles. Elle aura à Céphalonie une armée qui en une semaine sera au sommet de l'Émus. De là, après avoir détruit notre influence sur Constantinople, elle balancera en Grèce l'influence de la Russie, et il lui suffira de quelques bateaux armés pour détruire tout le commerce de tout le littoral autrichien. Voilà pour l'Angleterre, et vous pouvez voir de combien de puissances associées, Canada, Inde, Antilles, île Maurice, elle a augmenté sa puissance. Vous pouvez voir comment elle commande partout dans cette Méditerranée que Napoléon appelait un lac français et où il ne devrait y avoir d'autres maîtres que nous. Vous pouvez voir comment, pièce à pièce, elle nous arrache notre protectorat sur la Terre Sainte, sur l'Égypte et sur Tunis, tout en nous jalousant Alger, que nous avons payé de notre sang et de nos millions, et que cependant elle nous chicane depuis 20 ans. Maintenant, passons à la Russie et voyons combien elle nous est étrangère. La Russie, il y a 100 ans, s'étendait de Kiev à l'île Saint-Laurent, des grands monts Aftaï au golfe de Yenisseï, et peut-être avait-on droit de penser que c'était pour lui marquer une limite que Bering avait découvert le détroit auquel, en mourant, il légua son nom. La Russie ne devait pas s'arrêter et ne s'est point arrêtée là. Elle a rompu cette vieille limite de Kiev. Le serpent scandinave, qui enveloppe de ses replis les 2/3 du globe, a déroulé ses anneaux. D'une des mâchoires de sa gueule, entr'ouverte pour dévorer la Prusse, il touche à l'Occident, la Vistule, et de l'autre le golfe de Bothnie. À l'Orient, il a franchi, en s'allongeant, le détroit de Bering, et ne s'est arrêté qu'en rencontrant l'Angleterre. Parti de l'autre extrémité du monde, au pied du mont Saint-Élie et des monts Buckhant, comme une arête dressée sur son dos, il porte aujourd'hui toute cette plage dentelée qui, dernière limite du monde, se découpe sur l'océan glacial, depuis la Piacina jusqu'aux îles des Ours, depuis le lac Piasinskoé jusqu'au Cap Sacré. Ainsi, depuis 100 ans, la Russie a gagné sur la Suède, la Finlande, Abo, Vibourg, l'Estonie, la Livonie, Riga, Revel et une partie de la Laponie. Sur l'Allemagne, la Courlande et la Samogitie. Sur la Pologne, la Lituanie, la Volhynie, une partie de la Galicie, Mohilev, Vitebsk, Polotsk, Minsk, Bialystok, Kamenets, Tarnopol, Vilna, Grodno, Varsovie. Sur la Turquie, une partie de la petite Tartarie, la Crimée, la Bessarabie, le littoral de la mer Noire, le protectorat de la Serbie, de la Moldavie, de la Valachie. Sur la Perse, la Géorgie, Tiflis, Erivan et une partie de la Circassie. Sur l'Amérique, les îles Aleutiennes et la partie nord-ouest du continent septentrional de l'archipel Saint-Lazare. De l'autre côté de la mer Noire, elle regarde la Turquie, qu'elle s'apprête à envahir, aussitôt que la France et l'Angleterre lui en donneront la permission. Et puis, si un jour elle s'adjoint la Suède, ce qui est probable, elle fermera le détroit de Sunt à l'Occident, le détroit des Dardanelles à l'Orient, et nul ne pénétrera plus qu'à son plaisir dans la mer Noire et dans la Baltique, ces deux grands miroirs qui réfléchissent déjà l'un Odessa, l'autre Pétersbourg. En attendant, sa plus grande longueur est de 3800 lieues, sa plus grande largeur est de 1400 lieues. Sur toute cette étendue, que nous a-t-elle pris à nous? Pas un pouce de terrain. Elle compte 70 millions d'habitants. Sur toute cette population, que nous a-t-elle pris à nous? Pas une âme. Le 24 juin 1807, le général d'artillerie Lariboisière avait fait établir sur le Niémen un radeau, et sur ce radeau un pavillon. Le 25, à 1h de l'après-midi, l'empereur Napoléon, accompagné du grand-duc de Berck, Murat, des maréchaux Berthier et Bessières, du général Duroc et du grand écuyer Caulaincourt, quitta la rive gauche du fleuve pour se rendre au pavillon préparé.
En même temps, l'empereur Alexandre, accompagné du grand-duc Constantin, du général en chef Bénixène, du prince Labadov, du général Ouvarov et de l'aide-de-camp général comte de Lieven, quitta la rive droite. Les deux bateaux abordèrent en même temps, chacun de son côté, le radeau. Les deux empereurs mirent le pied sur l'île flottante, marchèrent au-devant l'un de l'autre, se joignirent et s'embrassèrent. Cet embrassement était le prélude de la paix de Tilsit. La paix de Tilsit, c'était la perte de l'Angleterre. D'abord par le décret de Berlin sur le blocus continental, l'Angleterre avait été mise au ban de l'Europe. Dans les mers du Nord, la Russie, le Danemark et la Hollande, dans la Méditerranée, la France et l'Espagne lui avaient fermé leurs ports et s'étaient engagés solennellement à ne faire aucun commerce avec elles. Restait donc seulement sur l'océan le Portugal, dans la Baltique la Suède. Napoléon, par un décret en date du 27 octobre 1807, décida que la maison de Bragance avait cessé de régner et Alexandre, le 27 septembre 1808, s'engagea à marcher contre Gustave IV. Mais ce n'était pas tout. Sur ce radeau, dans ce pavillon du Niémen, un plan bien autrement terrible avait été arrêté. C'est dans l'Inde qu'il faut frapper l'Angleterre pour la tuer, avait dit Bonaparte en faisant décider la campagne d'Égypte par le Directoire. Et d'Alexandrie, il avait dépêché un messager à Tiposaep pour l'exciter à une rude défense. Mais le messager n'était pas à Aden, que le trône de Mysore était tombé et que Tiposaep était mort. Dès lors, la conquête de l'Inde, après avoir été le rêve de Bonaparte, était devenue l'idée fixe de Napoléon. Pourquoi avait-il fait la paix avec Alexandre? Pourquoi l'avait-il embrassé sur le Niémen? Pourquoi l'avait-il appelé Constantin? Pourquoi lui avait-il offert l'Empire d'Orient? Pour s'en faire un allié sûr et appuyer sur cette alliance pouvoir conquérir l'Inde. Qui empêchait Napoléon de faire ce qu'avait fait Alexandre 2200 ans avant lui? La chose était si facile, vous allez voir. 35 000 Russes s'embarqueront sur la Volga, descendront le fleuve jusqu'à Astrakhan, traverseront la mer Caspienne dans toute sa longueur et descendront à Ashterabad. 30 000 Français descendront le Danube jusqu'à la mer Noire. Là, ils s'embarqueront, gagneront l'extrémité de la mer d'Azov, mettront pied à terre sur les bords du Don, remonteront le fleuve sur une longueur de 100 lieues à peu près, franchiront les 12 ou 14 lieues qui séparent, sur le point où ces deux fleuves sont les plus rapprochés, le Don de la Volga, descendront ce dernier fleuve en bateau jusqu'à Astrakhan et à Astrakhan s'embarqueront à leur tour pour joindre les Russes à Ashterabad. 70 000 hommes seront au cœur de la Perse avant que l'Angleterre ait eu connaissance de leurs mouvements. À Ashterabad, ils seront juste à 150 lieues du royaume de Kaboul. Il leur faudra 12 jours pour être dans l'Inde. 12 jours suffiront pour aller d'Ashterabad à Hérat par la riche vallée de Hérirot. De Hérat à Kandar 100 lieues avec une route magnifique, de Kandar à Ghizni 50 lieues, de Ghizni à Tok 60, et les deux armées sont sur l'Indus, c'est-à-dire sur un fleuve dont le courant est d'1 lieue à l'heure tout au plus, qui offre des gués nombreux et dont au reste la profondeur d'Atok à Dera Ismail Khan ne dépasse pas 10 ou 15 pieds. D'ailleurs, c'est la route qu'ont suivi toutes les invasions de l'Inde, depuis l'an 1000 jusqu'à 1729, depuis Mahmoud de Ghizni jusqu'à Nadir Shah. Et par Mahmoud et Ghizni, seule l'Inde a été envahie 7 fois de l'an 1000 à l'an 1021. Dans sa 6e expédition, il va en 3 mois de Ghizni, sa capitale, à Kanouj, ville située à 100 milles au sud-ouest de Delhi. Dans la 7e, il descend jusqu'au milieu du Gujarat et renverse le temple de Somnath. Puis vient en 1184 Mahomet Ghori, qui, par la même route d'Atok et de Lahore, marche sur Delhi, s'en empare et substitue sa dynastie à celle de Mahmoud de Ghizni. Puis vient en 1396 Timour le Boiteux, dont nous avons fait Tamerlan,
qui part de Samarcande, traverse la rivière Amour, laisse Balkh sur la droite, descend sur Kaboul par le défilé d'Andesap, suit les bords du fleuve, le franchit à Attock, envahit le Pendjab, s'embarre de Delhi qu'il met à feu et à sang, et l'année suivante, c'est-à-dire après 14 mois de campagne, rentre dans sa Tartarie. Puis vient Babour, qui traverse encore l'Indus en 1505, s'établit à Lahore, et de Lahore gagne Delhi, dont il s'empare, où il fonde la dynastie mongole. Enfin, en 1739, Nadir Shah, qui est descendu de la Perse sur Kaboul, suit cette même route de Lahore et s'empare de Delhi qu'il pille pendant 3 jours. C'est à Delhi probablement que les deux armées combinées, françaises et russes, eussent rencontré l'armée anglo-indienne. Cette armée vaincue, Napoléon et Alexandre eussent marché, non pas sur Calcutta, qui n'est qu'un entrepôt de commerce, mais sur Bombay, dont la destruction serait bien autrement fatale à l'Angleterre que celle de Calcutta, puisque c'est par Bombay qu'elle communique avec la mer Rouge et respire l'Europe. Bombay pris, la tête du serpent était écrasée. Restait seulement Madras avec ses mauvais remparts, et Calcutta avec sa forteresse, à laquelle il faut pour la défendre 15 000 hommes qu'elle ne peut nourrir. La puissance de l'Angleterre anéantie dans l'Inde, la puissance russe lui succédait. Alexandre prenait pour lui la Turquie d'Europe, la Turquie d'Asie, la Perse et l'Inde. Nous prenions pour nous la Hollande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tout le littoral africain de Tunis au Caire, la mer Rouge avec ses peuplades chrétiennes et la Syrie jusqu'au golfe Persique. Il va sans dire qu'on nous rendait Malte, les îles Ioniennes et la Grèce jusqu'aux Dardanelles. Et alors, la Méditerranée était véritablement un lac français par lequel nous partagions le commerce de l'Inde avec notre sœur la Russie. Il n'a tenu qu'à Alexandre que ce rêve fût une réalité. Il ne s'agissait pour cela que de tenir la promesse faite au lieu de la trahir. Vous voyez bien qu'il y avait une cause à cette guerre de Russie à laquelle vous vous obstinez à ne voir d'autre cause que le refus de la princesse Olga. Alexandre vaincu, on le contraindrait à faire de force ce qu'il n'avait pas voulu faire de bonne volonté. Mais les desseins de Dieu étaient ailleurs.